Bonjour à tous et marhaba de cette semaine en Turquie. Les mêmes scènes récurrentes se sont encore reproduites à l'occasion de la Pride d'Istanbul qui s'est déroulée aujourd'hui. Les années précédentes, les autorités avaient invoqué le Ramadan pour interdire cette marche des fiertés. Désormais, ce sont des communiqués un peu alambiqués qui mêlent pêle-mêle sensibilités diverses et paix civile. La Gay Pride qui a été organisée aujourd'hui à Istanbul a été émaillée de violences policières. Des dizaines de personnes ont été arrêtées, dont Bülent Kılıç, un reporter photo qui collabore entre autres avec l'AFP. Le gouvernorat de Beyoğlu a publié une déclaration hier soulignant les dangers éventuels que cette marche présentait en termes de, je cite, « sensibilités diverses ou pouvant porter atteinte à la paix civile », fin de citation, en raison d'autres appels à manifester émanant de plusieurs groupes islamistes. Si le communiqué se termine par une interdiction de, je cite, « manifestations qui se dérouleront contre la semaine de la fierté », la police a, elle, pris des mesures pour s'opposer à la Pride d'Istanbul. Comme chaque année depuis 2015, les manifestants ont bravé l'interdiction et ont tenté de contourner les barrages policiers dans les ruelles adjacentes de Cihangir, à proximité de Taksim, malgré l'emploi de la force et des gaz lacrymogènes par les forces de l'ordre. Si l'homosexualité n'est pas pénalisée officiellement en Turquie, la communauté LGBTI+, est régulièrement désignée et criminalisée par les déclarations des ministres. Après l'assassinat de Jamal Khashoggi et l'enterrement du jugement de ses bourreaux, Erdogan s'était rendu à Riyad. Cette semaine, le prince héritier Mohammed Ben Salman lui a rendu la politesse en se rendant à Ankara. Accueilli en grande pompe, le prince a signé plusieurs accords commerciaux. Le président et chef de l'AKP, Recep Tayyip Erdogan, a organisé une cérémonie officielle au palais présidentiel d'Ankara pour la visite du prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman. Les deux dirigeants se sont entretenus pendant environ 2 heures. Dans une déclaration écrite à la presse, il est dit « Les pourparlers officiels du président Recep Tayyip Erdogan et du prince héritier Ben Salman ont reflété la grande relation entre les deux nations qui est sincère et fraternelle. » Fin de citation. Les relations turco-saoudiennes étaient quasiment inexistantes depuis le début de la dernière décennie. Lorsque le printemps arabe a éclaté dans tout le Moyen-Orient en 2010, la Turquie et l'Arabie saoudite se sont retrouvées opposées avec le soutien de la Turquie aux frères musulmans, une organisation que le gouvernement saoudien considère comme une menace terroriste. Depuis la fin de l'année dernière, la Turquie avait tenté de se réconcilier avec tous les États de la région avec lesquels elle s'était brouillée au cours de la dernière décennie et a rétabli des relations provisoires avec Israël et les Émirats arabes unis. L'Arabie saoudite et l'Égypte étaient considérés comme les derniers pays récalcitrants. La dernière rencontre entre Erdogan et le prince héritier Ben Salman remonte à avril, lorsque le président Erdogan s'était rendu à Riyad. Selon plusieurs sources anonymes, Erdogan avait essayé d'organiser cette réunion depuis plusieurs mois. Un responsable saoudien s'adressant au Guardian avait déclaré « Il a plus besoin de nous que nous avons besoin de lui, et c'est lui qui vient vers nous. » Cette position lui a coûté des milliards en revenus. Tout échange se fera à nos conditions. Fin de citation. Cette réunion s'est déroulée juste après l'enterrement du dossier de l'assassinat de Jamal Khashoggi, qui s'était déroulé au consulat d'Arabie saoudite à Istanbul. Erdogan avait désigné à l'époque les autorités saoudiennes comme principales responsables. Dans la décision de justice qui transfère le dossier de jugement de cet assassinat, Nimet Demir, un des 3 juges qui s'y étaient opposés, a été muté à Kahramanmaraş, une ville située à 1000 km de son lieu de résidence. Après la réunion, le ministre des Affaires étrangères Mevlut Çavuşoğlu et son homologue saoudien le prince Faisal Ben Farhad Al Saoud ont co-signé une déclaration
il y est dit « Les deux parties ont discuté de l'augmentation du volume des échanges et de l'assouplissement du processus de transaction, de la recherche de possibilités d'investissement et de la coopération dans diverses entreprises publiques et privées. » Kemalcan et Rushan Çakır sont revenus sur cette visite. Pour Kemalcan, il ne s'agit pas uniquement d'histoire d'argent, mais aussi de la démonstration de la capacité d'Erdoğan d'opérer des virages à 180 degrés sans provoquer. Et voilà, ça y est, le prince Ben Salman est finalement arrivé. Et à vrai dire, nous avons envoyé des reporters devant le consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul pour savoir s'il allait y avoir des manifestations. Eh bien, pas une seule personne n'est venue. Pas même une personne avec une pancarte qui aurait pu dire « on ne veut pas ta visite, assassin » ou quelque chose de ce genre. Eh bien, rien. Cette séquence s'est terminée sans que personne ne trouve à redire. Là, il ne s'agit pas également de parler de la volte-face spectaculaire du pouvoir. Tout ça est bien évident. Mais c'est aussi le silence de la société. C'est ça qui est très surprenant. Cette personne a, dans le territoire de la Turquie, fait massacrer une personne de la manière la plus sauvage qu'il soit. Une personne qui était sans défense. En tout cas, c'est ce qu'Erdoğan disait. Et après, il est venu comme si de rien n'était. Il existe une petite musique qui fait comme s'il était venu compenser d'une certaine manière ses agissements. Mais en réalité, ce n'est pas du tout ça, il ne s'excuse pas. En fait, les relations se recréent de la même manière que si cet assassinat n'avait pas eu lieu. C'est un échange de bons procédés, une transaction diplomatico-commerciale assez classique. En fait, ça correspond plutôt à ce qu'avait dit un diplomate saoudien au Guardian lorsqu'Erdoğan était parti à Riyad. Il avait dit « c'est eux qui sont venus à nous, ce n'est pas nous qui les avons invités, c'est eux qui ont insisté. Donc, c'est nous qui avons la main. » Et les explications du genre « c'est la réelle politique, ce genre de choses arrivent, grâce à ça Erdoğan va attirer des capitaux », ces explications ne tiennent pas trop la route. Alors oui, il y a des traités qui sont conclus, mais ce n'est pas de nature à terminer les soucis d'Erdoğan. Et en définitive, cet argent n'est pas non plus sans contrepartie. Il y a aussi des choses qu'ils prennent en échange. Ici, il s'agit bien de business, et l'Arabie Saoudite profite de ce moment de faiblesse pour conclure des traités, mais c'est pour pouvoir faire de juteux profits, c'est ce qu'il semble se profiler. Oui, la transaction qui est réalisée est assez flagrante. Ça fait longtemps qu'on parle des besoins en argent frais de la Turquie. Il y a eu un peu une image de pays où les choses sont bradées. On tente de brader des terres, on tente de brader la citoyenneté, on tente de brader le travail, les ressources naturelles ou culturelles, les entreprises. En fait, tout son patrimoine est en vente. Et non de manière à faire une plus-value ou à réinvestir, mais en le bradant, un peu comme pour pouvoir assurer sa trésorerie. Il y a sans doute des avantages qui proviennent de cette démarche, de l'argent rentre, etc. Et ça permet de faire tourner le système, mais en réalité, je pense que dans ce domaine des relations avec les autres pays, comme Israël, les Émirats Arabes Unis, ou là, de l'Arabie Saoudite, il s'agit d'autre chose. Erdoğan doit sûrement porter un intérêt particulier aux capitaux qui circulent, ça je le comprends, mais je pense que c'est surtout une tentative d'en finir avec l'image d'un Erdoğan isolé. Parce que cette situation le conduisait à une impasse dans d'autres domaines aussi. Ça lui enlevait des atouts dans son jeu. Quelle que soit la table des négociations où il prenait part, ça l'empêchait de conclure dans les termes qu'il souhaitait. Parce qu'il pense que s'il arrive à conclure des affaires avec ceux avec qui les relations étaient bloquées, eh bien, ça pourrait pousser les autres partenaires récalcitrants à reprendre langue avec lui. Et à vrai dire, je pense qu'il ne se trompe pas trop dans cette idée. Dans cette histoire de Bin Salman ou dans les relations avec les Émirats Arabes Unis, je pense qu'à côté des affaires d'argent, il y a une autre raison qui est au moins tout aussi importante. C'est celle d'insuffler l'idée qui dit « nous sommes parfaitement capables de reprendre des relations normalement, comme si de rien n'était, alors qu'elles étaient complètement exécrables. Et il n'y a que nous qui pouvons le faire. » Et cette idée n'est pas complètement fausse. Tout à l'heure, tu disais que c'était hallucinant de voir que personne ne disait rien devant une telle volte-face, après tout ce qui s'est passé, au vu et au su de tout le monde. Être capable de faire comme si de rien n'était est effectivement assez surprenant. Mais ce qu'il y a d'étonnant, c'est que Erdoğan est le seul acteur politique capable de faire ça.
Il est capable d'agir de la manière qu'il désire, sans aucune continuité ou logique politique, dans le sens qu'il veut, quitte à se contredire de manière flagrante, et sans en avoir à payer les conséquences politiques, ni à sa base électorale, ni à la société en général, surtout dans le domaine de la politique étrangère. L'adoption de la loi de lutte contre la désinformation a été retardée en raison de l'hésitation de plusieurs députés de l'AKP. En attendant, les protestations continuent. Le nouveau projet de loi sur la régulation des médias dans les réseaux sociaux et contre la désinformation, rédigé par l'AKP et le MHP, devait être présenté au Parlement cette semaine, mais le vote est actuellement reporté. Le député du CHP, Engin Özkoç, a annoncé que le projet de loi était en pause pour être négocié davantage avant son adoption, en raison de l'objection de certains députés de l'AKP au projet de loi, signalant ainsi les premières hésitations du parti depuis plus d'une décennie. Les opposants au projet de loi soutiennent que cette tentative cherche à restreindre la liberté de la presse. En vertu du nouveau projet de loi, la diffusion de ce qui sera désigné comme fausses informations par les autorités devient un crime qui, en plus de la peine de prison, peut priver un journaliste de sa carte de presse. En outre, la loi oblige les entreprises de réseaux sociaux populaires à s'enregistrer en Turquie. Dans le cas contraire, le gouvernement pourrait limiter la bande passante des sites web jusqu'à 90%. Plusieurs associations de journalistes de Turquie se sont rassemblées cette semaine devant la célèbre statue d'Atatürk à Ulus, Ankara, pour protester contre ce qu'ils appellent la loi sur la censure. La Turquie occupe le 154e rang sur 180 pays dans le classement mondial de la liberté de la presse établi par Reporters sans frontières. Et pour clore ce bulletin, quelques mots sur l'économie qui poursuit lentement sa dégradation à l'image de la livre turque face au dollar. La crise économique continue de s'aggraver en Turquie, alors que la livre continue de perdre lentement de sa valeur par rapport au dollar. Depuis cette période, l'année dernière, où elle s'échangeait à 8,60 pour un dollar, la lire a perdu près de 50% de sa valeur en 12 mois. Beaucoup ont poussé un soupir de soulagement jeudi dernier, lorsque la Banque centrale a annoncé qu'elle maintiendrait les taux d'intérêt stables à 14%. La spéculation avait fait rage la semaine d'avant, lorsque le président Erdogan avait une fois de plus réitéré que la Turquie continuerait de réduire les taux d'intérêt, menaçant de faire plonger encore plus la lire. Alors que l'inflation continue d'augmenter de manière constante, la hausse de près de 50% du salaire minimum semble n'être de quelques centimes 6 mois après le début de l'année. Jeudi dernier, après une rencontre avec le président et chef de l'AKP Recep Tayyip Erdogan, le président de la Confédération turque des syndicats, Ergün Atalay, avait annoncé qu'il s'attendait à ce que le salaire minimum soit augmenté le mois prochain. Un impact majeur pour les salariés de Turquie. On estime que la moitié de la main-d'œuvre gagne le salaire minimum. La classe moyenne n'est cependant pas la seule à être durement touchée. Le Parlement a proposé lundi un projet de loi budgétaire rectificatif supplémentaire de 880 milliards de lire, alors que le budget du gouvernement s'est déjà épuisé au milieu de l'année. Et le projet de loi budgétaire rectificatif n'a pas été sans controverse. La proposition comprend également une augmentation de 40% des revenus du président et chef de l'AKP Erdogan, ce qui porte son salaire mensuel à 141 000 liras par mois. Pendant ce temps, l'agence gouvernementale des statistiques a publié les chiffres de la confiance des consommateurs. Selon les autorités officielles, la confiance des consommateurs s'élève à 63,4%, au plus bas depuis 2004. Enfin, pour revitaliser le marché immobilier naissant, le régulateur bancaire national, la BDDK, a annoncé hier que les futurs propriétaires pourraient financer un achat jusqu'à 90% de sa valeur, tant que la valeur totale est inférieure à 2 millions de liras. Entre 3 et 5 millions, les acquéreurs pourront contracter un crédit immobilier à hauteur de 70%. Tout cela s'ajoute à la crise locative en cours en Turquie. Dans certaines villes, les loyers ont augmenté jusqu'à 300%. Merci à tous de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.